tous, bienvenue et merci d'être là pour ce troisième atelier de la journée en ce qui me concerne et le cinquième Cantalis, donc dédié à la sélection. Avec moi cette fois-ci Fabien Léonard de chez Bonjour. Mirova. Fabien, est-ce que tu peux te présenter? Oui, je travaille chez Mirova, je suis responsable de la gestion sociale et solidaire et je gère un fonds, enfin deux fonds, des fonds dits 90-10, donc des fonds à impact social. Super. Donc le thème de cet atelier, c'est l'impact investing et comment mesurer le profil ESG de vos allocations. Merci d'être avec moi pour cet atelier, Fabien. Donc on va commencer par une définition afin de répondre aux questions qu'est-ce que l'impact investing? Donc c'est un investissement réalisé avec l'intention de générer un retour positif ayant un impact social et environnemental mesurable, tout en assurant quand même, on ne va pas se le cacher, un rendement financier. Donc il faut bien noter que les fonds à impact, le terme impact est un terme protégé, comme l'AOC. Et donc, tous les fonds ne peuvent pas se prétendre fonds à impact. Donc, ça renvoie un petit peu, Fabien, tu me corriges si c'est une bêtise, mais un petit peu à l'article 9 de la réglementation SFDR, qui a des objectifs un petit peu équivalents. Donc, j'ai voulu mettre quelques chiffres pour placer un peu le décor. Il y a 55 fonds à impact sur Cantalis. On a, après, 435 fonds article 9 SFDR, donc encore une fois dans la base France Cantalis, et 822 fonds ESG Cantalis intensité 3. Donc on a mis en place, il y a 2 ans maintenant, une intensité ESG qu'on peut voir rapidement à droite sur le fonds insertion emploi dynamique que tu gères, Fabien. Donc on a mis en place cette intensité ESG pour aider les investisseurs rapidement à voir si le fonds est E, S ou G, ou 2 ou 3, et l'intensité qui va de 0 à 3. Donc on a été assez précurseur là-dessus. On est assez content et vous pouvez voir à côté la fiche fond du fonds en question et les labels et les articles SFDR. Donc pour faire un point sur les encours de la gestion ESG, donc on a mis en gris les encours 2020 et en vert les encours 2021. On peut voir que ça suit une tendance qui est assez haussière depuis le début de l'année, avec des encours qui sont assez intéressants. Fabien, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de Mirova, des encours et de comment vous gérez tout ça? Oui, je vois sur cette slide que tous les encours ne vont pas chez Mirova, mais quand même une bonne partie. Oui, quelques mots sur Mirova. Donc, c'est un nom qui est apparu finalement en 2012, mais c'est une société de gestion qui s'est créée en 2014 dans le groupe Natixis, une des nombreuses sociétés de gestion. Ce qui est important à garder en tête, c'est que ça a été construit autour d'expertise qui datait bien avant Mirova, dans le groupe Natixis, même Xis. Donc voilà, on est parti de quelque chose qui existait, de fonds pionniers qui étaient déjà positionnés sur ces sujets qui sont aujourd'hui deviennent massifs en termes d'audience. Donc voilà, on est parti une petite trentaine avec 4 milliards d'encours. Aujourd'hui, on est 150 avec 25 ou 26 milliards, peut-être 27 aujourd'hui d'encours. Donc on a profité de ce que tu viens de montrer, de cette collecte très très forte. Ce qu'il faut garder comme l'ADN de Mirova, c'est 100% des stratégies ont cette approche d'impact extra-financier, ce qui fait que 100% de nos fonds sont SFDR 9, et ça vient d'être expliqué, c'est important pour nous, parce que dire qu'on fait de l'ISR, ça ne suffit pas, les labels ISR sont très light, et SFDR, c'est déjà beaucoup plus dur. Donc il y a très peu de sociétés qui ont des fonds que SFDR 9, et là on est vraiment dans notre terrain de jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 7 classes d'actifs. Donc on va couvrir depuis les actions jusqu'aux les obligations, ce qui est listé, on va dire comme ça, le diversifié, et ensuite les classes non cotées. Donc les actifs réels, que ce soit le private equity, le solidaire dont je m'occupe en partie, les fonds de transition énergétique, donc les fonds d'infrastructure, et également le capital naturel. Donc ça, c'est vraiment les particularités de Mirova. C'est cette classe d'actifs qui travaille pour les gestions, toujours avec l'extra-fee, une recherche très forte en extra-fee, 15 personnes, les plus grosses équipes, historiquement, une des plus grosses, au moins en Europe, 15 analystes extra-fee. Et puis, c'est important, c'est sur la droite, Mirova s'est mis aussi en ordre de marche par rapport à ses valeurs, à sa façon dont Mirova fonctionne, par rapport à ce qu'on demande des émetteurs dans lesquels on investit. Donc, on est société à mission et labellisé B Corp.
Ok, donc en gros, vous faisiez de l'ESG avant que ça soit la mode, quoi. C'est un peu ça que tu veux dire. Oui, oui, on peut dire ça parce qu'insertion emploi, on a vu un tout petit peu. Il a été lancé en 94, donc à l'époque, c'est vrai qu'on était un peu tout seul dans des chapelles vides et qui résonnaient un peu creux. Et là aujourd'hui, on refuse du monde dans les cathédrales, quoi, parce qu'évidemment, la société a changé, mais nous, notre approche n'a pas changé. Ouais, c'est super intéressant et juste j'en profite pour signaler que l'association partenaire de Contest Insight cette année, c'est l'association est déterminée qui vise à favoriser l'emploi et surtout la création d'entreprises, l'entrepreneuriat en banlieue. Donc c'est un fonds qui était prédestiné à Contest Insight et une association qui va très bien avec ce que vous faites, Fabien, donc c'est super. Ouais. Donc tu m'avais expliqué rapidement, si tu as 2 secondes, que SFDR c'était pour toi une évolution importante. Est-ce que tu peux rappeler un peu, peut-être aux gens qui nous regardent, en quoi SFDR pour toi c'est une avancée importante? Eh bien, à la différence des labels qui sont un petit peu une barre à sauter, mais qui n'est pas très difficile, nous on aimerait des barres difficiles à sauter sur les labels ISR pour faire vraiment un filtre. Et le SFDR, c'est l'engagement de la société à pouvoir, comme tu l'as dit, investir avec un impact et surtout être capable de le mesurer derrière, et c'est opposable juridiquement. C'est-à-dire que si quelqu'un dit « moi j'ai un fonds 9 SFDR » et puis qu'il ne fait pas d'impact et qu'il n'est pas capable de le mesurer, ça va devant les tribunaux. Ce qui n'est pas du tout pareil que pour les labels. Ouais, ok, c'est ce que tu m'avais dit, c'est vrai que c'est intéressant. Donc on va voir comment nous, chez Cantalis, belle transition, on n'a pas fait exprès, mais ça fait bien les choses. Comment nous, chez Cantalis, on mesure l'intensité ESG, des portefeuilles. Donc on a 2 éléments dans les portefeuilles pour vérifier l'intensité ESG. Donc là, j'ai collé ces 2 captures d'écran. Vous avez sur la gauche, sur la synthèse du portefeuille, le pourcentage de support ESG, donc qui va chercher assez basiquement les fonds qui sont au moins intensité 1 de l'ESG Cantalis, et il vous dit que vous avez 60% de votre portefeuille qui est au moins intensité 1. Donc c'est ça. Et sur la droite, vous pouvez voir la vue dans l'onglet exposition du portefeuille qui récapitule les intensités et le ESG et le nombre de labels dans le portefeuille. Donc ça, c'est une évolution qui a été apportée il y a quelques mois et qui est visible dans tous les rapports générés sur Cantalis. Donc vraiment, il y a un souci de mise en avant de l'ESG dans Cantalis qui répond à la mise en avant demandée par les clients finaux. Hop, excusez-moi, ça a mis un peu trop vite. Donc, on a également dans Cantalis, au niveau de la proposition, après je te rends la main Fabien, la possibilité de dire à Cantalis, quand vous êtes dans les options avancées, que vous voulez privilégier les fonds ISR. Donc Cantalis peut chercher dans un bassin de fonds, un contrat d'assurance vie ou une liste que vous avez créée, des fonds, il peut privilégier les fonds ESG. Donc il y a vraiment différents outils qui ont été mis en place, outre la fiche fonds, comme on l'a vu, etc., pour vous permettre, vous CGP, ou vous, de mettre en avant la gestion ESG. Donc on peut se créer des listes avec que des fonds SFDR 9 et créer des portefeuilles là-dedans. Au niveau des fonds que tu gères, Fabien, et au niveau des... Comment vous vous occupez, comment vous vérifiez que les fonds que vous gérez sont réellement, enfin les actifs que vous gérez sont réellement impact. Solidaire ou impact, ouais, exactement. Impact ou solidaire. Bien, alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'approche et la puissance de notre approche, et ça c'est depuis l'origine, même avant que Mirova n'existe, c'est d'avoir cette équipe de recherche extra-financière qui est composée de gens qui ne vont regarder les émetteurs que sous cet angle extra-fi. À quoi sert l'entreprise, quels sont ses produits et services, et quels sont les impacts de ces produits et services. Ça, c'est une chose très importante pour nous. Et puis, comment l'entreprise ou l'émetteur se comporte. C'est ces 2 aspects, c'est le croisement de ces 2 aspects qui fait que c'est éligible ou pas chez Mirova. Pour faire vite, il y a beaucoup d'acteurs qui vont juste dire alors cette société ne fait pas de charbon et ne fait pas d'armement, donc c'est très très bien, ça suffit largement. J'ai fait mon travail d'analyse extra-fi et c'est bon. Alors nous, c'est exactement ce qu'on ne fait pas, puisque ça laisse passer trop de poissons et là, ça ne va pas être 9 SFDR, évidemment. Donc c'est pour ça que... Mais ça peut être label ISR.
Ouais. D'où la surprise de certains qui voient en top 1 de certains fonds ISR des très grands groupes pétroliers, par exemple, pour prendre un exemple que tout le monde va comprendre. Donc nous, on va regarder un émetteur sur ce croisement des deux. Parce que vous pouvez avoir des émetteurs qui ont des très bons produits et services, mais qui se comportent comme des cochons. Donc ils vont être éliminés sur la pratique de l'entreprise, parce que vous ne respectez pas vos salariés, vos fournisseurs. Et d'autres qui ont des... donc ça va être éliminé. Et puis d'autres qui ont des produits très très mauvais, mais qui vont dire je respecte très bien, ou je paye très bien mes salariés et mes fournisseurs. Ben, non, ça ne marche pas. Il faut que les deux soient alignés. Donc ça, c'est l'analyse extra-FI qui va dire oui ou non. Et après, c'est à nous, gérants, en fonction des classes d'actifs, c'est très important, c'est pour toutes les classes d'actifs, qu'on va faire des portefeuilles le plus purs possible. C'est-à-dire qu'ils vont aller vers ceux qui apportent des solutions, évidemment, aux problèmes. On sait les problèmes, on va pas, nous, on n'est ni le GIEC ni l'ONU. L'ONU a posé le cadre. Nous, on gère dans ce cadre-là. On veut que nos portefeuilles soient en dehors de 2 degrés, en dessous de 2 degrés en température, avec des sociétés qui vont dans la bonne direction. On peut encore investir n'importe comment, mais on considère que ce n'est pas possible. Donc tout ça va être un dialogue entre la gestion et l'extra-FI, surtout quand il y a des questions qui se posent. C'est là que c'est puissant d'avoir des gens qui sont à côté de nous. Ils sont à Paris et à Boston, et puis une partie à Londres. Donc on a en plus trois visions géographiques, puisque les problèmes peuvent être un peu différents. Donc c'est comme ça que ça marche. Et ensuite, pour le solidaire, qui est une classe d'actifs très particulière, sur laquelle on pourrait croire que, par définition, quand on fait du solidaire, on fait de l'insertion, du handicap, des plus fragiles, on regarde quand même de qui on parle, qui sont les responsables de ces associations. On fait une analyse de due diligence sur la personnalité des structures à qui on apporte des capitaux, ce qui est une des particularités du fonds Insertion Emploi, c'est d'avoir 5 à 10% en permanence. Et on parle d'un fonds qui fait 1 milliard. Donc là, aujourd'hui, c'est 70 millions de financement non cotés dans le solidaire. Donc on doit aussi faire des due diligence qui sont un peu différentes. Quand on parle à Air Liquide, c'est pas pareil qu'à l'association les Déterminés, qui n'a pas la même taille, mais on va avoir cette même approche. Et c'est tout ce qui fait le sens de tout, et la différenciation de nos produits. Moi, j'ai une question. Comment vos analystes extra-financiers travaillent pour récupérer les informations de ce type-là? C'est quoi? C'est des enquêtes de terrain? Comment ça marche? Alors, comme tous, en fait. Alors, pendant longtemps, il faudrait faire un historique. Non, oui, parce que dans le temps, ça a beaucoup évolué. Il faut savoir que on a cette approche donc depuis, on va dire 1900, milieu des années 90, et les émetteurs n'avaient aucune information à cette époque. C'est-à-dire, quand vous alliez les voir en demandant, est-ce que vous pouvez montrer, je sais pas, le rapport homme-femme dans votre effectif, les salaires, les controverses, personne n'avait d'informations. Donc on a vu quand même une évolution de l'information. Aujourd'hui, tout le monde a l'information, mais vous pouvez vous contenter d'acheter une note à MSCI ou à un grand fournisseur de données et de dire, moi j'ai acheté ma note ESG et ça suffit. Chez Mirova, on n'a pas cette approche. Donc nous, on a une approche qualitative de contact avec les émetteurs. Donc on va parler aux entreprises, l'analyse fait son travail et ensuite il va parler, il va essayer de faire évoluer. Donc on appelle ça l'engagement, c'est-à-dire qu'une société qui a un problème, qui est identifié, qui est peut-être éligible à nos fonds, mais on n'est quand même pas à l'aise avec un sujet, on va parler avec eux et on va faire quelque chose. Parce que Mirova, ça va vite, ça bouge beaucoup, mais enfin c'est 2% des actifs gérés chez Natixis et dans le monde, on ne fait pas bouger le monde. Donc on fait des coalitions d'investisseurs sur des sujets qui nous semblent majeurs et là on embarque énormément de monde. Ok, parce que je pose la question parce que c'est vrai que le ESG est tellement à la mode en ce moment, il y a tellement de greenwashing dans le monde de la finance que c'est important de donner les billes. C'est une question qui me touche aussi personnellement parce que mais c'est important de donner les billes aux investisseurs et aux pros de la finance pour faire le frais du faux, réussir à savoir qu'est-ce qui est vraiment ESG, qu'est-ce qui est vraiment vert ou pas, parce que c'est tellement la mode que ça attire tous les... Oui, alors ce qui est difficile, c'est que ça reste imparfait. Attention, nous sommes imparfaits par définition parce que c'est qualitatif, donc c'est bien des hommes et des femmes qui font ça. Beaucoup de femmes et beaucoup d'ingénieurs dans notre équipe d'analyse extra-FI, et donc c'est pas parfait, mais c'est très très documenté et c'est pour nous... moi, mon confort, c'est de savoir que c'est passé à travers ces gens-là qui se remettent en question en permanence. Quand il y a une nouvelle mauvaise ou une nouvelle bonne, les évolutions sont faites par notre équipe. C'est leur métier à temps plein. Alors, évidemment, le problème du greenwashing ou de la perte...
vos clients, je pense, et les épargnants sont un peu paumés parce que l'ISR de chacun a son ISR finalement. Ouais, donc le nôtre on va dire qu'il est catégorisé de conviction, c'est-à-dire avec beaucoup de moyens et beaucoup d'exclusions. C'est-à-dire qu'il y a une grosse partie des univers d'investissement qui sont inaccessibles sur les fonds. Tu peux donner un ou deux exemples. Donc armement, j'imagine. Oui, mais alors l'armement, juste pour prendre cet exemple, on n'a rien contre la défense. Qu'un pays se défende, c'est normal. Pourquoi est-ce que l'armement chez nous est exclu ? Et c'est pas de dire, moi je veux pas de la défense, c'est pas ça. On veut pas de. Le problème, c'est que l'armement, notamment quand il est fait par des groupes français, c'est le ministre des Affaires étrangères qui vend les Rafales. Et il le vend à n'importe quel pays. Et on ne sait même pas si ces pays ne peuvent pas le revendre à d'autres pays pour aller bombarder un jour, je ne sais pas qui. Aucune traçabilité là-dessus. C'est ça qui fait qu'on n'investit pas dans la défense. Si un jour, ceux qui fournissent des moteurs aux Rafales m'assurent que ça ne va pas tirer sur les Yéménites parce qu'on les a vendus à l'Arabie Saoudite, je suis désolé, mais ce n'est pas possible. Donc c'est ça. C'est pas on en a contre la défense. C'est que c'est la façon dont la défense gère ses ventes qui ne va pas. Et on fait de l'engagement avec toute la place. Alors ils aiment ou ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas beaucoup. Mais voilà. C'est vraiment cette approche. C'est que chaque sujet est différent. On fait ça sur l'environnement également. On demande à des groupes qui ont des profils carbone très très mauvais de changer. Et on leur dit que pour nous, tous ces impacts qu'on recherche sur l'environnement et le social, c'est gage de performance. Une entreprise qui a compris que demain, elle ne pourra plus polluer et faire du carbone comme elle le faisait avant, elle va perdre en compétitivité, elle va perdre des parts de marché, elle va peut-être même mourir. Donc nous, on est convaincus que regarder ça fait de la performance. Donc on ne fait pas ça pour dire qu'il y a des bons et des mauvais. C'est vraiment pour nous une affaire de cohérence. Et alors on le fait avec en effet une forme d'exigence qui quelquefois est déroutante. Ça fait aussi, vous qui êtes des spécialistes pour les fonds cotés, des tracking errors très importantes. C'est-à-dire qu'il y a des pans entiers de la cote qui ne sont pas couverts par notre approche. Moi, je gère un fonds qui, en plus, a une sur-exigence, c'est la création d'emplois en France. Donc là, je vais déjà le filtre extra-FI de Mirova, mais en plus, je n'investis que dans des boîtes qui créent de l'emploi en France, coté, sur la partie cotée du portefeuille. Bon, évidemment, ça exclut des pans entiers de la cote, mais si on n'a pas compris cette approche, en effet, il ne faut pas mettre d'argent dans ces fonds. Mais en revanche, si on a compris et qu'on adhère à cette approche, pour le coup, on a les moyens, on a les rapports d'impact, on a la mesure. Donc on est à l'aise et on est CFDR 9+. Et 5 étoiles quant à 10. Donc, et alors ça je découvre. Non, mais c'est comme la cerise sur le gâteau, hein, on peut le dire. Alors ça, c'est quoi ? Parce que le fonds, il a 3 labels, des étoiles. J'ai l'impression d'être un général russe des années 50. C'est notre notation pour juger les meilleurs fonds de la catégorie. Donc vous êtes parmi les 20% des meilleurs fonds de la catégorie en rendement risque. Malgré toutes ces, entre guillemets, grâce. Non, mais ça, parce qu'on. Non, mais je dis ça, en effet, c'est un mot mal choisi. Tu as raison, Fabien, de me corriger. Mais voilà, il y a beaucoup de gens qui opposent gestion extra-financière et contraintes sur la performance, et c'est la preuve que c'est pas le cas. Donc c'est super. Oui, alors c'est ceux qui n'adhèrent pas complètement au fait que regarder un émetteur, qu'il soit en action, en obligue ou en non coté, comme c'est pas qu'une machine à faire des plus-values. Une entreprise, c'est des gens, c'est des produits, c'est des services, c'est un impact. Cet impact doit être mesuré et il est extra-financier par définition. Et on pense qu'il y a un lien très fort extra-FI et FI. Et voilà, ce qui nous rassure, c'est que la place et les investisseurs en général, alors les particuliers très vite, et puis aussi les instituts un peu forcés par quelques réglementations, ont compris. La fondation Rockefeller n'a plus de pétrole dans ses placements. La fondation Rockefeller, elle fait fortune dans le pétrole. C'est quand même pas inintéressant. Ouais, mais il y a un monde qui évolue et c'est bien que la finance soit là-dedans. En tout cas, quand c'est fait sérieusement. Fabien, on a bien discuté. C'était super. On a déjà fini. Ouais, on n'a pas de temps pour les questions, mais heureusement que je t'ai posé plein de questions. Donc, okay. On va dire que c'est les questions du public. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne continuation. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Au revoir.